Bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Julien puis Antoine, sur lesquels on va parler de Giro et Bell, les casques notamment, et bien d'autres produits. Mais voilà, je suis vraiment heureux de vous inviter aujourd'hui. Mes collègues représentants des ventes au Québec pour Outdoor Gear Canada. Pour moi, c'était important de présenter ces marques. Certes que je vends maintenant, mais que j'ai beaucoup utilisé. Les casques Giro, par exemple, c'est des casques que j'ai beaucoup portés parce que j'aimais le look et le fit. Donc, je trouvais ça intéressant de présenter un petit peu, d'expliquer l'histoire et le développement de ces deux marques qui sont historiques dans le vélo et en commençant chez OGC, j'ai commencé à aussi lire un peu plus sur l'histoire de la marque, etc. Puis je trouvais ça vraiment intéressant puis fascinant. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui pour pouvoir échanger autour de ça puis expliquer au grand monde c'est quoi Giro et Bell. Merci de l'invitation. Merci, mon Jess. Ouais, une belle voix de radio, toi. Absolument. T'as déjà fait de la radio? Non. Non? Un jour peut-être. C'est un appel. Ah, exact, c'est ça. Donc, C'est lancé. c'est ça. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle des casques. Des casques, en fait, de la marque Giro et Bell. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus, notamment de ces deux marques? C'est quoi l'histoire là? Je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes qui ont commencé le vélo qui ont déjà vu cette marque-là. Et ça fait longtemps qu'elle existe. Donc, c'est quoi l'histoire de ces brands? Giro est une compagnie américaine fondée en Californie, dans la région de Santa Cruz, en plein centre pas mal de l'État californien. Fondée en 1985 par un homme qui s'appelait Jim Gentle, qui était un passionné de design, vraiment. C'était un cycliste, un gars qui faisait beaucoup de vélo aussi, mais son gros focus était, la protection des cyclistes, mais d'amener le casque qui, à l'époque, était, disons, marginal, d'avoir vraiment un élément de sécurité qui allait être porté par de plus en plus de cyclistes. Puis les casques à l'époque étaient peut-être très lourds, un peu rudimentaires si on compare à ce qu'on a aujourd'hui comme type de produit. Fait qu'ils voulaient vraiment amener ça à un autre niveau, une meilleure acceptabilité sociale, un objet qui allait créer du désir de la part des consommateurs puis qui allait surtout être confortable pour des plus longues journées. Fait qu'ils ont commencé vraiment à focuser avec les casques, puis année après année, l'offre de produits s'est vraiment démocratisée. Maintenant, Giro font des produits de la tête aux pieds pour les cyclistes, dans des chaussures, des vêtements, des gants. Il y en a pour tous les goûts, puis surtout pour tous les spectres de cyclistes également, tant pour les enfants jusqu'aux coureurs professionnels, tant sur la route et en montagne. C'est fou que la compagnie, elle existe depuis de nombreuses années, puis ils ont été quand même audacieux, tu sais, de se lancer dans le casque, parce que, tu sais, quand on regarde le vélo dans les années 90, c'était même pas obligatoire. Tu les voyais au Tour de France faire un sprint, puis, Ouais, exact. tu sais, ils avaient pas de casque. Après, c'était justement juste pour les sprints que tu pouvais porter un casque. À un moment donné, tu pouvais avoir un casque, mais tu pouvais l'enlever quand c'est une arrivée en montée dans un col. Et puis, même, je me rappelle, mon père qui a commencé le vélo de montagne début 90, il faisait des courses sans casque. Donc, c'est quand même, tu sais, oser de dire, OK, on va lancer une compagnie de casque où, généralement, les gens, tant que c'est pas obligatoire et légal, ils vont éviter de le porter, là. Non, exact. C'était vraiment marginal à l'époque de porter un casque, là, même que les premières commandites qu'il faisait, ou du moins les premières implications qu'il y avait eu, c'était entre autres avec Greg LeMond, l'année qu'il avait gagné son Tour de France. Puis il avait développé déjà un casque qui amenait une certaine aérodynamisme qui offrait à Greg LeMond puis qui offrait à toute l'équipe. Puis même quelques secondes avant que Greg LeMond parte pour son contre-la-montre qui a été décisif, qui a gagné, je pense, par quelques secondes, là, le Tour de France. Il ne l'avait pas sur la tête. C'est Jim qui était parti à la course puis qui a carrément mis ça à la tête. Puis finalement, Greg avait fait son contre-la-montre avec la casse puis il avait gagné le Tour de France là-dessus. C'était un peu ça qui avait lancé la marque en tant que telle, là. Mais c'est ça, c'était ultra marginal là, de porter un casque, mais pour lui, ça faisait juste plein de sens d'offrir une protection à l'élément si important qu'on a, là, qui est la tête là, dans la physionomie humaine. Là, Mais pensez-vous, il a mis le casque pour la protection ou pour l'aérodynamisme déjà? OK. L'aérodynamisme, lui, c'est sûr, il voulait offrir, la protection dans visibilité, l'ensemble finalement de la course en tant que telle. Mais déjà à l'époque, lui, il savait ou il y avait une notion que la tête était probablement un des premiers éléments du corps qui venait qu'à être en contact avec l'air, qu'à fendre l'air finalement. Fait que déjà, la première forme du casque avait une incidence dans l'aérodynamisme.
Puis il avait fait des tests déjà à l'époque avec Greg LeMond, puis il démontrait que quand il portait le casque, ses temps s'amélioraient avec le même effort qu'il faisait. Mais c'était tellement pas ancré dans la tête des cyclistes à l'époque que c'est ça que Greg LeMond s'était présenté sur le podium de départ pour son contre-la-montre, nu-tête. Puis c'était Jim, puis parce qu'il m'a conté l'histoire que je l'avais croisé au Mont-Saint-Anne. Il Ok. était parti à la course, il avait mis le casque à la tête, il a attaché, puis il était parti avec ça, puis c'est ça, il avait gagné par 4, 5, 6 secondes, qui représentait à peu près la différence entre porter un casque et ne pas porter le casque, là, finalement. Là. Puis c'était vraiment ça pour lui qui avait été comme l'élément déclencheur majeur de la marque, puis qui avait fait en sorte aussi qu'après ça, ça a comme été un peu une continuité dans le reste de développement des produits, de toujours vouloir un peu repousser les limites, puis essayer de voir d'amener un peu le sport à un autre endroit avec les produits, avec les casques, puis tous les autres produits finalement que Giro a développé au fil des années. Là. Ouais, ils ont été très avant-gardistes. Et puis, du côté de Bell, Ben, Bell, en fait, les premiers casques qui ont été sortis autour des années 1950, c'est des casques de course automobile et de moto. Donc, le premier pas là, de Bell dans la protection était à ce niveau-là. Puis, dans les années environ 1965 environ, là, ils ont commencé à développer un petit peu plus les casques de vélo. Beaucoup inspiré toujours de la moto. En fait, la motocross a été je pense, un style et une catégorie qui faisait rêver beaucoup les enfants Ouais. à l'époque où les enfants se promenaient en vélo puis s'imaginaient justement faire des cascades à moto. Donc, un peu le design graphique et le style des casques avec des palettes un peu plus longues Ouais. a été directement influencé là, de la moto. Puis année après année, ils ont toujours gardé cette espèce d'héritage-là vraiment d'ADN de course qui était très, très importante chez Bell. Puis encore aujourd'hui, ils vont faire une gamme de produits qui est très diversifiée, tant des casques d'enfants, mais le gros du créneau est définitivement les casques full face, les Ouais, casques à full face, mâchoire montagne. amovible, montagne. Ils ont une très belle offre dans la route également, mais c'est vraiment au niveau de la montagne où ils se différencient, où ils vont avoir une offre de produits qui est vraiment bien là, pour maximiser la protection de nos cyclistes, Ouais, bien sûr. C'est ça, c'est vraiment, ils sont restés un peu dans leur tradition, dans leur héritage, puis rester proches de ça, là, dans le développement des produits. Entre autres, on a déjà vu un peu un sneak peek, désolé de l'expression anglaise, des prochains produits qui s'en viennent. Puis encore plus, ça va vraiment se rapprocher un peu de la ligne, de la physionomie un peu qu'il y a dans les casques de moto. Là, c'est vraiment d'avoir une uniformité là-dedans, mais c'est ça, c'est l'héritage de course, de moto et de sport est vraiment, vraiment important chez Bell. Là. Et dans Giro, par contre, on le voit, là, c'est vraiment toutes les sortes de casques. Là. C'est vraiment casque, Ouais, exact, vélo c'est at ça. large. Là. Exact. C'est vraiment du vélo. Oui, c'est ça, c'est vélo at large. C'est vraiment les sports at large aussi. Là, ils ont vraiment été impliqués dans plusieurs sports au fil des ans. Là. Comme on avait un peu la discussion avant le podcast, là, ils ont même à certaines époques fait les systèmes de rétention puis fait beaucoup dans le développement des casques Easton au hockey, là, où c'est des casques que plusieurs jeunes portaient en jouant au hockey. C'était aussi Giro qui faisait les systèmes de rétention, fait qu'ils ont été impliqués là-dedans. On sont là, bien sûr, dans le casque de ski. Ils sont extrêmement présents sur le marché, casque de vélo. Puis effectivement, dans à peu près toutes les catégories qu'on peut avoir, là, autant dans le ski que dans le bike, là, parce que tu as différentes catégories de casques, que ce soit freestyle, que ce soit route, que ce soit montagne, que ce soit enfant, que ce soit BMX, que ce soit des casques FIS de course. Ils vont vraiment toucher absolument à tout. Là. Mais c'est ce que je voyais qui était intéressant dans ce que j'ai lu là, récemment sur Giro, c'est qu'ils ont vraiment développé le casque de vélo. Puis bah pareil, les casques de ski, c'est encore pire. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui portait un seul casque de ski. Là. Tout le monde avait une tuque sur la tête. Puis là, on a vu que dans les années 2000, ça a beaucoup changé. Puis eux, ils sont arrivés, mais ils avaient comme tout le savoir-faire, puis la technologie des casques de vélo où tu as la contrainte du... Tu sais, les gens n'allaient pas porter des casques parce que c'est lourd, c'est pas aéré, etc. Donc ils ont apporté ça dans le ski. Puis ça a révolutionné un peu le port du casque dans le ski avec des casques plus aérés, plus légers. Puis après, derrière, ils ont fait les lunettes vraiment adaptées pour les casques. Mais je trouvais ça intéressant, le transfert de technologie qu'ils ont apporté sur le ski. Ouais, puis compte tenu que les marques sont un peu sœurs, Bell et Giro sont deux marques un peu en concurrence, mais qui sont possédées par la même entité au final. Fait qu'ils vont être en mesure de partager beaucoup de technologies. Ils ont
comment dire, un bureau de recherche et développement qui appelle le Dôme, où ils ont beaucoup de différentes machines qui peuvent tester les différents tests d'impact au niveau des casques, tester les casques dans une espèce de mini soufflerie pour être capable vraiment de voir les bénéfices au niveau du design puis de l'aérodynamisme et tout ça. Puis après, il y a des technologies tant au niveau des sécurités additionnelles comme le système MIPS, par exemple, qui est une compagnie indépendante qui a inventé un espèce de système de plan de glissement Mhm. qui est aujourd'hui rendu un standard dans pratiquement tous les fournisseurs de casques. Une histoire intéressante, c'est que Bell et Giro sont, règle générale, très, très liés là, avec MIPS, donc vont amener les prochains Les développements du avancées. système en lien avec eux. Puis, exemple, là, dans les modèles qu'on a ici, la technologie sphéricale, par exemple, là, vraiment le plan de glissement est un peu différent versus la technologie MIPS standard où, au lieu d'avoir tout simplement une pellicule de plastique liée avec les 6 élastomères, ben là, on a vraiment 2 coques de densité différentes, de formes EPS différents qui viennent offrir là, une progressivité au niveau de l'absorption d'impact. Puis encore là, cette espèce de design-là, d'innovation-là, va être impliquée dans toutes les catégories de casques. Fait que tant les casques de course, de ski alpin, de vélo de montagne, les full face, les casques de route vont bénéficier un peu toujours de la même technologie. Fait que c'est le fun de voir que ces grosses ressources-là, ces gros dollars-là d'innovation sont partagés au sein des différentes compagnies de casques comme ça, puis sont capables de l'intégrer de façon un peu unilatérale dans toute la gamme de produits. Aujourd'hui, on peut acheter un casque d'enfant de 6 ans qui va avoir sensiblement les mêmes technologies qu'un casque de 400$ pour les coureurs sur route. Fait que c'est quand même vraiment intéressant de voir une certaine uniformité aussi dans le design là, au niveau des différents produits. C'est pour complémenter un peu ce que Antoine dit, là, effectivement, sur le dôme. C'est que jusqu'à une certaine époque, on avait les casques Giro de ski, de vélo. On avait les casques Bell de moto et de vélo. On avait les casques Rydell de football là, qui représentent une grosse partie des parts de marché dans le football. Il y en avait chez. Ben, c'était tout dans le dôme en Ok, Californie, ouais, je dans les comprends. installations à Santa Ok, Cruz. ouais. Toutes ces compagnies-là, tous ces gens-là qui faisaient de la recherche dans la protection de la tête étaient tous au même endroit puis utilisaient toutes les mêmes ressources puis les mêmes infrastructures. Ce que ça faisait en sorte, c'est que ça, les gens trouvaient quelque chose dans la moto qui fait s'adapter dans le vélo, des choses dans le vélo qui fait s'adapter dans le ski, dans le football, après ça, dans le... il y avait comme une mouvance, une énergie qui se créait dans l'innovation par rapport au fait qu'il y avait toutes ces personnes-là, toutes ces ressources-là aux mêmes endroits, ce qui faisait en sorte que les technologies évoluaient vraiment très, très, très rapidement. Au lieu d'avoir peut-être quelqu'un tout seul dans son coin à se gratter la tête, à chercher avec peu de ressources, peu d'équipement, mais en ayant toute cette compagnie-là, tous ces revenus-là, on avait vraiment quelque chose c'était quasiment un laboratoire, c'était une université, c'était un centre de recherche là, carrément, puis ça amène beaucoup plus de personnes là, avec un but commun de trouver des produits qui vont offrir une meilleure protection de la tête. Fait que ça a vraiment fait en sorte que ces compagnies-là en ont bénéficié puis que ça a vraiment explosé puis explosé rapidement. Puis ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui encore, les casques Giro puis Bell sont souvent au-devant des autres compagnies en termes de protection parce qu'ils ont justement tous ces gens-là et ces ressources-là qui cherchent justement à innover dans cette catégorie-là. Là, ça fait vraiment une différence qui est majeure. Là. Ben, Giro, au bout de 39 ans à développer des casques et des différents styles de technologie, ben, tu deviens avec un solide bagage et une expertise à être capable d'amener ça un peu plus loin. Ça a toujours, on parlait de mantra tout à l'heure, ça a toujours été ça, d'avoir vraiment une espèce de ligne directrice puis des focus qui leur permettaient d'être en avant du peloton puis de tirer pour amener justement ces technologies-là ailleurs. Ça a été parmi les premiers à utiliser un foam EPS qui est maintenant rendu un standard dans l'industrie pour ce qui est de la construction d'un casque. Après ça, la ventilation, l'aérodynamisme, d'avoir un casque qui, oui, était très, très bien ventilé, mais en même temps qu'il allait être en mesure d'être aérodynamique adéquatement, puis tout en étant très confortable. Il n'y a pas un humain qui a exactement la même forme de tête. Fait que d'avoir des fits qui sont assez génériques, puis dans une gamme qui est très large, d'avoir des modèles qui sont un peu plus ronds, un peu plus profonds dans les différentes braquettes de prix, ben c'est vraiment important pour s'assurer que tu as une chance d'avoir un fit qui est impeccable sur une majorité de cyclistes ou de skieurs. Ouais, ils ont développé beaucoup, ce que je comprends. Et c'est quoi les technologies là, qui sont importantes à retenir avec ces deux marques-là qu'on a vu là, qui sont conjointes, là, ils ont développé beaucoup de choses ensemble. Là. Qu'est-ce qu'il faut retenir là? Qu'est-ce qui a marqué Giro et Bell sur le développement et ce qui a influencé les autres casques aussi des autres compagnies derrière là? Ben, premièrement, je pense que c'est les matériaux qui ont été utilisés. Donc, d'avoir une espèce d'équilibre entre un raffinement, une légèreté, mais une protection durable.
Il fut parmi les premiers aussi à utiliser des espèces de structures internes à l'intérieur du foam EPS pour maximiser la grosseur des trous de ventilation, mais Ouais. tout en gardant une structure qui est assez rigide. Souvent en vélo, on va chuter à 40 km/h à haute vitesse, mais on ne va pas se cogner la tête une seule fois. On va rouler à plusieurs reprises, avoir plusieurs impacts. Fait que pour être sûr que le casque ne va pas se disloquer lors d'une chute importante comme ça, ben, ils sont en mesure là, de travailler vraiment avec une structure interne qui va donner une espèce d'ossature, si on veut, à l'intérieur du casque pour permettre grosse ventilation, mais en même temps une certaine rigidité, puis de répondre encore là aux leurs critères de design. Des matériaux antibactériens également au niveau de tout ce qui est les protections, au niveau des coussinets. C'est très important. On s'entend qu'on sue beaucoup, règle générale, en vélo. Avoir quelque chose qui se lave, qui s'entretient assez facilement, puis qui ne va pas développer de vilaines odeurs après là, quelques sorties. Puis après ça, c'est ben, ce que j'aime. Pour te couper, là, excuse-moi, mais Y a ce pas que de j'aime chez Giro, c'est ce que j'ai toujours aimé, c'est les mousses à l'intérieur qui sont toutes interchangeables. Tu peux les commander et tout, là, parce que tu as des compagnies, là, tu achètes des casques, puis tu peux rien changer. Puis quand t'en fais beaucoup, là, à un moment donné, on sait, la sueur, c'est comme très toxique. Puis à force de le nettoyer et tout, avec le sel, là, ça se dégrade. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis tout le système d'attache qui est interchangeable, là, ça, c'est fou. Là. Puis en parlant du système de rétention, je pense qu'une différence qu'il y a sur le marché, qui n'est pas nécessairement tout le monde fait, c'est l'ajustement sur les deux axes. Fait que non seulement tu peux avoir en serrant ou en desserrant le système de rétention, bien sûr, venir refermer sur la tête le casque pour avoir un ajustement, mais aussi le système de rétention peut être rentré à l'intérieur du système, comme sorti du casque. Fait que ça fait en sorte que tu peux régler l'angle du casque. Fait que tu sais, je te dirais en été, ça donne un meilleur esthétisme de venir régler l'angle du casque. Mais l'hiver, ça a vraiment une forte incidence avec l'ajustement, avec la lunette de ski. Là, parce que si tu as un casque qui est trop penché vers l'avant, mais il va te pincer sa lunette puis te pèse sur le nez, c'est inconfortable. Puis sinon, ben, si le casque est trop par en arrière, tu as un gap. Tu as de l'air du Jerry of the Day avec le gap assez important. Puis ben, c'est froid aussi. Tu as le vent, tu as tout ça. Fait qu'en ayant l'ajustement sur le deuxième axe, on va chercher un fit qui est vraiment beaucoup, beaucoup plus précis. Ça fait un casque qui est beaucoup plus confortable. Puis en ayant un fit qui est plus précis, ben, on a aussi une protection qui est vraiment optimale. Parce qu'un casque mal ajusté, même si les deux casques ont la même matière, les mêmes technologies, ben, le casque qui est mieux ajusté va forcément mieux te protéger aussi lors de l'impact. Puis je pense que le dernier point qu'on voit et qui se démocratise de plus en plus, ben, c'est les systèmes MIPS. On en a parlé un petit peu tantôt. L'acronyme MIPS veut dire Multidirectionnel Impact Protection System. C'est une compagnie suédoise qui a breveté, qui a inventé cette technologie-là. Maintenant, pratiquement tous les fournisseurs de casques qui se respectent l'utilisent. Ce qui se distingue un peu chez Velligiro, c'est que tant du modèle premier prix à 60 $ jusqu'au casque le plus haut de gamme, ben, ils vont être offerts vraiment d'origine avec les systèmes MIPS. Puis on le voit qu'année après année, ben, le système se démocratise puis devient de plus en plus standard. Dès la saison prochaine, ça donne un grand coup dans les modèles universels, les casques entre parenthèses premier prix. Ben maintenant, on ne se pose plus la question, c'est plus avec ou sans, ils viennent tous d'origine avec la technologie MIPS. Donc, ça offre tout simplement une sécurité additionnelle, un plus-value à l'intérieur du casque qui est le standard maintenant de l'industrie. Puis je pense qu'une fois que les gens le possèdent dans une catégorie, tu as un casque MIPS en ski, par exemple, ben ça va être une technologie que tu vas rechercher dans le mode du vélo aussi. T'sais. Fait que je trouve que ça me fait toujours plaisir lorsque je vois des compétiteurs qui vont intégrer de plus en plus de MIPS parce que c'est définitivement le standard au niveau de l'industrie en ce moment. Qui a été développé en collaboration avec Giro. À une certaine époque, Velligiro était actionnaire majoritaire de la compagnie MIPS, qui faisait en sorte qu'il est en mesure, disons, de le crier plus fort un peu que tous les autres. Mais même encore aujourd'hui, en 2024-2025, on regarde le catalogue des différents fournisseurs de casques. Velligiro vont être les deux compagnies qui vont l'offrir de façon, disons, assez universelle dans toutes les catégories de casques, là, de l'enfant jusqu'aux modèles les plus haut de gamme. Puis aussi, c'est que tu as différents MIPS maintenant sur le marché. À l'époque, quand c'est sorti, ben, tu avais vraiment juste un système MIPS. Maintenant, tu as différents niveaux de MIPS. Comme la première génération, c'était vraiment comme un liner ou une couche qui était mise à l'intérieur du casque, qui était tout simplement déposée là avec les élastomères, qui venaient bouger finalement pour faire l'action qu'il y avait à faire pour venir ralentir le mouvement rotationnel. Mais maintenant, tu as les systèmes MIPS qui sont attachés avec le système de rétention. Fait que lorsque tu fais l'ajustement du casque, le système MIPS, d'une certaine manière, s'ajuste aussi avec le casque. Mais ça, la différence entre les deux, c'est pas tous les casques qui ont ça.
Et où ce que Giro et Bell se démarquent, ben, c'est le MIP Spherical qu'on parlait, où ce que là, c'est vraiment deux coquilles carrément différentes, deux coquilles de PS, là, une par-dessus l'autre, Ouais. qui va vraiment donner une amplitude qui est encore beaucoup plus importante. Parce que le MIP standard, on parle d'une amplitude de 5 à 18 mm. Alors que quand on va avec le MIP Spherical, c'est un 5 à 25 ou 28 mm. Il faudrait que je vérifie. Mais c'est là, fou, là. c'est Ouais. l'amplitude est plus importante, donc le freinage de la rotation va être plus important en ayant cette amplitude qui est plus importante là. Et aussi, ça c'est moi qui parle, je trouve ça j'ai l'impression que la sensibilité lors de l'impact avec le système MIP Circle, le système me semble plus sensible à mieux réagir à Ouais. l'impact que le liner, que la Mais couche à l'intérieur. C'est ce que là. je trouve ça intéressant que j'ai découvert. Tu vois, en fait, je connaissais pas du tout Spherical avant de commencer chez OGC. Là, j'étais arrêté au MIPS. Puis, oui, le MIPS, c'est une technologie qui est intéressante, mais quand tu vois le produit, comment c'est fait, tu dis, OK, ça va améliorer un peu. Tu sais, ça bouge pas trop, c'est comme à l'intérieur et tout. Mais là, quand tu vois que le casque il est fait en deux parties, puis que ça exact. bouge complètement là, dans tous les sens, là. Mais Comme- là, tu te dis, OK, là, j'ai l'impression que si je tombe et qu'il y a une rotation à faire, le casque, il va se faire de Ouais. manière plus importante. Et là, je vais probablement avoir un gros gain. Je sais pas s'il y a Ben, des études par rapport à ça, là, sur le gain. C'est ça que j'allais dire. C'est quand on s'est fait présenter le système Spherical par l'équipe de MIPS, Ouais. pas par Giro, mais par Ouais. les chercheurs de chez MIPS, il nous disait qu'il y avait vraiment une forte différence lorsqu'il étudiait les impacts là, avec des dummies. Il voyait la façon que ça réagissait à l'intérieur. Et on était capable visuellement de voir qu'il y avait vraiment une protection vraiment supérieure avec le MIP-Circle, sauf qu'on ne peut pas le quantifier parce qu'il y a tellement de variables lors d'un impact. Il y a Tu sais, jamais une chute qui est pareille. Exact. L'angle d'impact, la vitesse d'impact, le poids de la personne, le type de surface, la Ouais. densité de la surface, la température. Il y a tellement de variables que je ne peux pas t'arriver et te dire hey, c'est 20% Ouais. de moins de commotion cérébrale ou 20% moins de blessures à la tête, de trauma avec un Circle. C'est ça, il y a vraiment trop de variables pour arriver à quantifier exactement. Mais les chercheurs MIPS qui normalement sont objectifs par rapport à un MIPS à l'autre finalement, là, Ouais. c'est leur bébé les deux, c'est leur Mhm. produit les deux. Eux, sur tous les impacts qu'ils faisaient, voyaient une différence majeure entre le MIPS standard et le MIPS Spherical. Fait que c'est sûr que ça protège mieux. Mais on ne peut pas dire c'est 20% mieux, 30% mieux. Encore une fois, à cause du nombre de variables qu'il y a lors d'un impact. Là, Ça, tu le retrouves sur tous les. Même des full face, là, j'ai vu, qui ont ça. Là. Je te dirais, au début, c'est sorti, c'était le Heather chez Giro, là, qui était un des premiers casques. À vrai dire, non, c'est pas vrai. C'est le casque de course de ski alpin qui a été le premier à supporter le Spherical. Puis après ça, on a eu même le Emerge, qui était le casque de ski freestyle qui l'avait. Puis c'est ça, c'est le Ether qui était dans le casque de vélo. Mais maintenant, tu vois, on s'en retrouve, mettons, comme dans le vélo. On a quoi, 4 casques de route avec le Spherical, puis même chose dans la montagne. Fait que c'est vraiment en train de se démocratiser. Puis la technologie est de plus en plus accessible parce que tu veux pas, on est commencé du plus cher, je pourrais dire. Puis là, on vient qu'à venir de plus en plus abordable là, avec cette technologie-là. Alors qu'encore une fois, des fois, certaines compagnies n'ont pas encore, à vrai dire, il y a seulement Giro et Bell qui a cette technologie-là là, dans leur casque. Là. Donc cela, notamment, ce qu'on a en ce moment, c'est le Arias. Ces modèles-là, Arias. T'as le Eclipse. T'as le Helios aussi dans la route. Manifeste ici au niveau de la montagne. T'as Manifeste puis Merit dans la montagne. T'as le Coalition qui est le nouveau full face ventilé et léger. Fait que on est rendu avec une gamme de produits avec le MIPS Spherical. Il n'y a pas juste un casque. Fait que même dans cette offre de produits-là, les gens peuvent retrouver quelque chose qui répond un peu plus à leur budget ou au look, à l'esthétique. Au fit également, d'un modèle à l'autre. Dans les 3 modèles de route sphéricale, il va y avoir différents fits là, complètement. Ouais. Après, ce que j'ai vu aussi dans les... pour passer un peu après le Spherical et tout, ils ont fait comme... Il y a les casques aéros là, qui sont quand même très, très à la mode maintenant. Là, puis ils en ont un aussi qui est le Eclipse. Puis j'ai regardé... Alors, je sais pas si les statistiques sont réelles, sont véridiques là, chez Giro sur le site, mais on voit que ça fait partie des meilleurs. Je sais pas,
Parce qu'on le voit avec des compagnies là, qui te sortent des stats, puis c'est toujours Ouais. le plus rapide, le meilleur. C'est comme la poutine, c'est la meilleure en ville tout le temps. C'est Mais- la différence, si je prends ma paroisse ici, là, la différence qu'a Giro Bell, c'est que quand on parlait des installations dans le dôme, entre autres, ils se sont fait un tunnel de soufflerie. OK. Parce que tu sais, souvent, les compagnies, pour développer leur casse, savoir, leur casse, peu importe le Ouais. produit, savoir s'il est aérodynamique, il faut payer une séance en soufflerie dans souvent un institut XYZ. Fait que Giro, eux autres, se sont dit, nous autres, la plupart du temps, c'est des casques tu sais, qu'on veut étudier l'aérodynamisme. Fait qu'ils se sont fait un tunnel de soufflerie dans leurs installations avec une tête d'un mannequin, bien sûr, pour venir mettre les casques dessus. Puis entre autres aussi, il y a les thermomètres à l'intérieur pour quantifier est-ce qu'un casque est plus aéré ou moins aéré Ouais. qu'un autre. Mais c'est ça, puis Giro a fait l'acquisition des autres casques, fait qu'ils peuvent tester les casques et factuellement arriver avec des données qui sont tangibles et qui sont véridiques. Puis c'est sûr que l'aérodynamisme est une donnée qui est super importante pour eux autres, pour Giro. Puis effectivement, les Eclipse est probablement plus rapide que la plupart des casques de triathlon. Là. Même à l'époque, quand ils ont sorti le Air Attack, à l'époque de Rabobank, où ça a C'est malade, été... celui-là. Oui, exact. Les gens, ça a été un cataclysme dans Ouais. le monde du cyclisme. Là, ça avait vraiment l'air d'une boule de quai. Là, tous les casques étaient assez Ouais. uniformes et pareils. Puis Giro est arrivé avec le Air Celui-là, Attack. ouais. Puis le Air Attack avec une visière. Avec en le plus, shield, là, ouais, tu sais, c'était l'équipe fou. Rabobank est arrivée à un Paris-Roubaix avec un casque avec une visière. Ça avait vraiment comme. ça avait fait créer un cataclysme carrément dans l'industrie. Puis Ouais. c'est à partir de ce casque-là. Déjà, ce casque-là était plus rapide que tous les casques de triathlon sur le marché. Ouais. Ça a tout le temps été un peu quelque chose que Giro a voulu continuer de faire dans tous les casques aérodynamiques qui ont développé, d'avoir un casque, dans le fond, qui offre pratiquement les mêmes performances qu'un casque de triathlon. Puis cette saison, ils en ont rajouté une couche avec Le nouveau Aero Head qu'on peut exact. voir Ouais. avec l'équipe Visma. Visma Lease a Bike. C'est, Ouais. Fait que ça a été un gros pavé là, dans la mort en début de saison. Les gens en parlaient pour le meilleur et pour le pire. Puis je pense que tout le monde riait jusqu'à temps qu'ils ont vu les chronos lors des premières courses. Là, ça riait un peu moins. Là. Oui, ça ressemblait à Darth Vader dans les films Spaceball et tout ça, là, où c'était comme une parodie où on riait un peu du casque de Darth Vader. Fait que c'était un casque qui était complètement hors norme, qui avait rien à voir avec ce qui était porté ces dernières saisons par les coureurs. Je te dirais, Giro a toujours pris un peu un malin plaisir à faire ce genre de produit-là. Ouais. Tu sais, on parle du Air Attack avec la visière qui était carrément les premiers, puis ça vraiment, c'est ça. Après ça a été les souliers à lacets avec le Giro Empire, avec Tyler Finney au Giro d'Italie quand il est arrivé avec ça au contre-la-montre. Les gens capotaient. Là, tu sais, c'était du bois, du ratchet là, dans le monde du vélo. Avoir des souliers à lacets, c'était vraiment un autre monde. Après ça, il y a eu les vêtements aussi. Là. T'sais, en route, c'était du lycra, c'était serré. Puis ils sont arrivés avec une collection de vêtements où c'était comme Merino et semi-baggy tout. short, Ouais, merino, polo. Ouais. Tu rides avec un polo, mais qui est comme technique pour le vélo. À l'époque, nous, on présentait ça en tant que représentant. Les gens disaient, ouais, mais c'est parce qu'il n'y a personne qui veut ça, puis il n'y a À la personne qui San veut ça. Francisco. Mais alors genre. qu'aujourd'hui, tu sais, Ouais. une t-shirt ride, t'es le cool guy, c'est un t-shirt Ouais. lors de la ride. Mais tu sais, c'était un peu ça déjà qui créait. Puis ça, on parle, c'est comme 2015, 2016. Ouais, c'est ça, ouais. Fait que, tu sais, après ça, le nouveau casque aéro, c'est un peu ça. Là, Giro a toujours voulu un peu repousser les limites, puis un peu casser le créneau standard, là, puis les barèmes que l'industrie se donne d'une certaine manière. Il y a eu le Switchblade aussi. Là, ça remonte à quand? C'est dans les années 2000. Le premier Switchblade, c'était 2 vis pour enlever la mâchoire. Là. Ouais, Ça c'est remonte vrai, avant loin, ouais, mais aujourd'hui, ouais. on a plein de compagnies qui font ça, une mâchoire amovible au niveau du casque, mais Giro, déjà, à l'époque, avait sorti un casque Ouais. comme ça. Fait que, tu sais, c'était vraiment en dehors de ce qu'on connaissait dans l'industrie, mais ils n'ont jamais eu peur un peu de repousser ces limites-là. Puis ça a souvent justement créé des nouvelles tendances puis innover dans notre industrie. Là. Ouais, puis on dirait qu'ils n'ont pas peur de regarder un peu dans le passé pour nous amener Ah, vers oui, l'avant c'est, aussi. ouais. Ils vont toujours s'inspirer un peu de ce qui a été fait, ou les bons coups, les moins bons coups de ce qui a été fait par le passé pour justement en rajouter une couche puis amener ça au prochain niveau. Là. Fait encore plein de belles choses qui s'en viennent dans les prochaines saisons. On va avoir encore là, quelques belles innovations, des nouveaux modèles qui vont sortir dans les prochaines saisons. Gardez l'œil sur vos coureurs professionnels favoris. Déjà là, l'été prochain, vous allez voir déjà un revampement du logo au niveau de Giro. Vous l'avez peut-être déjà vu cette saison. Là, les athlètes professionnels portaient déjà la nouvelle image. Donc, plein de beaux changements aussi qui s'en viennent dans les prochaines saisons pour nous garder en santé, pour continuer à pédaler encore plein de saisons. Puis tu as parlé aussi, tu sais, la mâchoire tu sais, qui était amovible.
Ça, c'était j'ai commencé le BMX Rage dans les années 90, 94, je pense. Puis t'avais des casques amovibles, mais tu sais, c'était à pression. Mais là, tu tombais sur la mâchoire, puis Ça brisait. ça déclippait, ça servait à Jamais rien, mais essayé, on avait mais- le droit de rouler avec ça en BMX Race. Mais ouais, c'est ça. Mais ça me fait penser aussi au super casque que Bell fait là, Le Super maintenant, Air, là, le le Super Super DH. Air. Là. Si vous pouvez m'en parler, là, ça c'est vraiment. Par exemple, je pense que c'était le Super 3R. Allez, excusez-moi, je dis Super 3R parce qu'aujourd'hui c'est le Super 3R, mais à l'époque c'était le Super. Fait que tu sais, ça a été comme les premiers ou le Switchblade était avant. Ben, le Switchblade est Le, arrivé. le premier Switchblade a été avant vraiment dans les années, mais quand ils ont refait Ouais, le Bell a Switchblade. été les premiers Ouais, à c'est ça, avec le revenir Super. avec le casque Super, qui était un casque, essentiellement un casque de cross-country de vélo de montagne, Ouais. auquel ils ont ajouté Qui la ont rajouté, mâchoire. Puis là, ben, année après année, c'est comme si la catégorie s'est un peu démocratisée dans le sens où il y avait maintenant des casques qui étaient plus pour une utilisation intermédiaire, avancée, ou des gens qui voudraient pousser un peu leur sport, se mettre un peu plus en confiance, jusqu'aux casques vraiment certifiés descente, qui étaient vraiment les mêmes standards de solidité qu'un vrai full face. Là. Fait que pour les coureurs d'enduro, les gens qui font vraiment du bike park à toutes les fins de semaine, ben c'est là où le casque à mâchoire amovible certifié descente devenait très intéressant. Puis ensuite, moi, au sein des clubs de vélo, on en voit vraiment beaucoup. Ouais. Des plus jeunes qui veulent tenter des pistes un petit peu plus engagées, ben là, ils vont se sentir en confiance avec un casque comme ça, polyvalent, où ils vont faire une raid de cross-country la semaine, ils vont pouvoir porter le casque Ouais. seul. La fin de semaine, on fait un peu de chaise, on va dans des pistes plus engagées, plus difficiles. On peut se mettre en sécurité, se mettre une protection additionnelle. Fait que ça a été vraiment une révolution. On en voit vraiment beaucoup de se donner un. On s'entend que notre pratique du vélo de montagne a changé beaucoup ces dernières années. Les pistes ont beaucoup plus de sauts, Plus rapide, de cascades. Les pistes sont artificielles, exactement. On a beaucoup plus de vitesse. Fait que c'est important d'être bien protégé et de s'assurer là, de ne pas se commotionner, d'avoir une belle dentition tout au long de la saison. Parce Fait que, que, parce que tu sais, ça s'appliquait pas à tout le monde de venir mettre un full face, tu sais, parce que c'était pesant, c'était chaud. Tu sais, Ouais. quand ils sont arrivés avec T'avais pas cette respiré série-là de avec ça, Super, là. on arrivait avec des poids qui étaient très semblables à un casque qui était dit standard, là, tu sais, un casque Ouais. sans mâchoire. Puis finalement, ils sont arrivés au fil du temps avec le Super Air qui était aussi ventilé, sinon plus ventilé qu'un casque Ah, c'est fou, standard avec la ouais. mâchoire. Fait que, tu sais, comme Antoine dit, avec des pistes qui sont de niveaux différents, tu sais, qui sont de plus en plus, qui repoussent les limites, ben, c'est sûr qu'avoir un casque de même qui permet d'évoluer avec les pistes, tu sais, ça fait juste plein de sens, là, tu sais, d'avoir un casque qui répond réellement à nos besoins et à notre type de riding. ces dernières saisons, un créneau qui prend de plus en plus en popularité aussi, c'est d'avoir un casque full face, mais très léger, très ventilé, Ouais. sans nécessairement avoir la mâchoire amovible, tout dépendamment où tu rides. C'est quelqu'un qui va rider dans un centre où on monte pendant 15-20 minutes, ben, t'as pas nécessairement besoin d'enlever puis de remettre la mâchoire. Ouais, c'est Fait que ça, d'avoir ouais. un casque intégral, très, très bien ventilé, où on respire bien, on n'est pas trop en chaleur, mais on a la protection additionnelle vraiment au niveau du full face. Ben, c'est un créneau qui gagne vraiment en popularité, en part de marché, avec le vélo électrique également aussi. Donc, c'est un segment là, qui est le fun. Fait on dirait qu'il y a maintenant un peu 3 catégories de types de casques montagne. Ouais. Vraiment le casque classique cross-country, casque à mâchoire amovible et maintenant les full face légers fixes. Fait que c'est une belle innovation aussi Ouais. dans ce sens-là. Ouais, Full Face, ils ont une belle gamme. Là. Puis, tu sais, pour tout le monde, là. Tu sais, genre, mon petit fait du BMX race, puis il achète en sanction. Là, il est pas cher, il est léger, il fait la job. Là, tu as d'autres compagnies, des fois, c'est très lourd. En fait, c'est des casques de motocross qu'ils ont fait pour le vélo où tu te dis, ouais, mon fils, il tiendra jamais sa tête là-dedans. Mais ils sont vraiment légers, confortables. Là. Comme on parlait avec l'héritage qui vient un petit peu plus de la moto, de la motocross, des choses comme ça. Là, Bell, dans le vélo, ils ont un price point à partir de 130 $, 140 $. Puis à chaque tranche de 50 $, ben, tu vas avoir un casque de full face. Là, tu vas en avoir 200, 250, 300. Du cash, justement, comme tu dis, pour l'initier jusqu'au full face, carbone, spherical, super ventilé, magnetic buckle avec la totale pour tous les goûts et tous les budgets. Ah, ça, c'est fou. Il n'y a pas de limite, mais au moins, quand tu as un supérieur, là, au lieu d'acheter 2 casques, tu en as un. Exact. Tu mets le prix, mais tu as un casque qui répond vraiment à beaucoup de besoins, là, à beaucoup de personnes. Ouais, non, c'est sûr. Puis, mais ça, on parle de différentes gammes, les technologies et tout, mais ce que je trouve intéressant, c'est que on le retrouve aussi dans la communauté, dans les équipes, etc. Chez Visma, je veux dire, ils choisissent la marque pas seulement par le design, mais aussi, je pense, par
justement les secondes qu'on va gagner, le Exact. marginal gain là, qu'on peut Ben, tu sais, avoir avec ça. Là. c'est un peu de même, ça s'est passé. À vrai dire, c'est Visma quand leur contrat est venu à échéance avec leur ancien équipementier. C'est eux qui ont fait l'approche avec Giro. Giro était sur le point de signer avec 2 autres équipes. Mais finalement, tu sais, quand Visma, comme une équipe comme ça, tu sais, qui gagne aussi souvent, vient cogner à la porte, ben, c'est sûr que tu tends l'oreille. Puis finalement, ben, Giro a décidé d'embarquer avec Visma par justement leur succès. Oui, qu'ils connaissent, mais c'est probablement l'équipe qui a le côté le plus scientifique dans leur approche, un côté professionnel. Puis c'est un peu le même côté ou le même spirit que finalement a Giro dans le développement de leurs produits. Fait que c'est pour ça que le mariage s'est vraiment fait aussi naturellement. Là. Quand tu changes de vélo en bas d'une côte parce que ça va payer au final, tu l'as analysé comme faut. Hein? Ouais, non, c'est ça, ouais. Donc on le retrouve avec eux, avec Canyon, c'est en local aussi, avec une grosse équipe, là, avec Premier Tech. Là. Oui, absolument, absolument. Tu as Keegan Swenson, qui est probablement la grosse vedette présentement aux États-Unis. Là, le monsieur Gravel, exact, puis aussi les mountain bike longue distance, là, des Leadville 100, puis d'autres accidents. Keegan est probablement le meilleur athlète en Amérique du Nord présentement sur un bicycle, peu importe la discipline. Là. Fait que c'est un athlète de longue date. Puis Giro profite vraiment beaucoup de ces différents athlètes-là pour développer les produits. Là. Entre autres, on a sorti un nouveau soulier de montagne cette année qui ressemble beaucoup à notre Empire SLX qu'on avait en route, mais avec un crampon qui va s'adapter justement à la gravel, au mountain bike. Parce qu'il se rendait compte que Keegan utilisait beaucoup les souliers de route. Il aimait le confort, il aimait le fit, il aimait le feeling du coup de pédale du soulier de route. Mais tu sais, des fois, en montagne, un soulier de route, c'est pas tout le temps... c'est pas ce qu'il y a de mieux adapté, le type d'engagement aussi avec la pédale. Fait qu'ils ont développé avec lui, dans le fond, un soulier qui venait chercher ces mêmes sensations-là, ces mêmes performances-là, mais avec une pédale traditionnelle de vélo de montagne. Fait qu'il venait qu'à être vraiment avec un soulier qui était plus spécifique par rapport au sport qu'il pratiquait. Là. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu as les marques qui vont chercher Giro parce que c'est performant, c'est sécuritaire, etc. Puis tu as aussi Giro qui répond aux besoins des autres. Tu as parlé tout à l'heure comme Taylor Finney avec les souliers. On a eu la même tendance avec les vêtements. Il y avait Thereabout, là, le documentaire avec les Lachlan Morton, les frères Morton, puis Tyler, qui étaient dans ce style-là. Puis ils ont lancé aussi les vêtements pour tout le monde dans cette lignée. Là. Ouais, c'est ça, c'est Giro, ça a tout le temps un de leurs mantras, puis ils en ont eu plusieurs au fil des ans. Mais probablement le mantra, je trouve, qui a résonné le plus et qui reste encore aujourd'hui, c'est le Science and Soul. Fait que, le côté scientifique du développement du produit, tout ce qu'on peut quantifier, l'aérodynamisme, la légèreté, la protection. Mais le soul est extrêmement important. Puis le soul, c'est quoi? C'est que les gens, quand ils s'approprient un produit ou ils mettent un produit, il faut que ça les représente un peu. Puis les gens s'expriment au travers de leurs produits. Fait que Giro, ça a toujours été important pour eux que cet aspect-là soit pas mis de côté. Comme tu parlais avec Tyler Finney quand ils ont sorti le Empire, c'est lui, il avait un design, il avait un look de soulier qu'il voulait, mais il ne pouvait pas juste sortir non plus soulier par rapport à ce que lui voulait, mais il faut qu'il y ait aussi le côté scientifique, le côté performance. Fait que l'Empire est un soulier ultra aérodynamique parce qu'on enlevait les ratchets, on enlevait les boas, on enlevait tous les systèmes dessus. Ultra léger. Ultra léger avec un système de lacet. Puis lui, ben, il voulait un look soccer avec un fit comme un soulier de soccer ou un look un petit peu soulier de danse. Fait que, tu sais, les autres, ça venait... Le côté scientifique venait répondre à peu près à tous les critères avec ce soulier-là. Puis le côté soul, la personnalité de Tyler Finney pouvait s'exprimer dans ce produit-là. Fait que c'est... Puis ça, il y en a des produits au travers de Giro, ça se reproduit. Puis les couleurs et tout, là. On t'en parlait tout à l'heure, là, c'est... on le voit, ils ont le tour là, sur les couleurs, les détails. Tu vois les casques femmes, là, j'en avais pris un pour ma femme, là, les petites couleurs qu'il y a dedans. C'est un casque noir, mat, très classique, mais quand tu regardes dans le détail, tu as des petites touches de rose, de turquoise, mais ils sont vraiment... c'est pas trop girly. À un moment donné, c'était modèle femme, c'était rose, fallait que ce soit des couleurs spéciales. Là, ils ont la petite touche un petit peu dans tous les détails là, de n'importe... pour les enfants, pour les adultes, pour tout. Tu as entièrement raison. Une attention aux détails qui est vraiment hallucinante. Puis souvent, le casque, on doit se rapprocher, on doit l'amener près des yeux pour voir toute cette petite attention-là. La prochaine fois que vous présenterez en boutique, prenez le temps là, de juste prendre le casque, regarder à l'intérieur toute la finition, l'attention aux détails, à quel point c'est fait. Souvent,
on regarde ça de loin, on casque, on regarde un modèle, 200, 300 $, comment ça, pourquoi c'est cher comme ça un casque, mais on réalise pas vraiment toute l'innovation, la recherche et développement, le design, le temps que les gens, les petits détails Ouais. que l'équipe de design et d'innovation va passer à développer tout ça. Puis pour revenir un petit peu à l'esthétisme dont tu parlais tantôt, à chaque année, lorsqu'on va dans des sales meetings, on se fait donner des présentations très exhaustives de pourquoi on a choisi justement le fameux noir avec les petits Ouais. détails. Puis l'équipe de design fait vraiment des voyages un peu pour aller chercher de l'inspiration pour les collections des années suivantes. T'sais. Fait qu'on a eu des collections qui étaient très inspirées, exemple du Maroc, des tissus, du marché. Les Ils ont fait festivals de un musique. festival de musique, aller avec des BDistes japonais qui avaient des styles et des coups de crayon qui étaient complètement différents de ce qui se faisait. Fait que d'aller chercher des espèces d'inspiration, des innovations comme ça pour créer une catégorie de casque, une couleur. Puis souvent, ben, l'esthétisme va être global, va partir du casque premier prix jusqu'au modèle le plus haut de gamme, mais les esthétismes vont être un peu uniformes là, dans toute la gamme de produits aussi. Un autre bel exemple, là, dans la lunette de ski alpin, on a fait une collaboration avec les guitares Fender. Fait qu'ils sont allés passer Ouais. quelques jours chez Fender. Même l'espèce de pochette dans laquelle on range la lunette a exactement le même type de tissu que les intérieurs des coffres de guitare, tout Ouais. en tissu rouge. Fait que c'est le fun justement d'avoir des histoires comme ça qui sont super différentes puis qui amènent une collaboration de deux équipes différentes. Je me rappelle une autre saison, il était allé chez Pentagonia pendant Ouais. une semaine ou même un peu plus pour vraiment aller voir avec eux, bon, mais c'était quoi leur démarche derrière la sélection des coloris puis des différentes couleurs. Fait que pourquoi on prend tel vert cette saison? Ah, ben parce que, bon, ben il y a plusieurs influences dans le monde du design, dans le monde de la course automobile, Ouais. Alouette. Fait que d'aller s'inspirer comme ça avec d'autres marques qui ont une grande générosité puis qui sont à l'aise de justement partager le pourquoi du comment puis d'avoir une espèce de synergie tout le monde ensemble pour amener ce design-là ailleurs, ben c'est très inspirant pour nous lorsqu'on est en présentation comme ça. Puis ensuite, on est capable d'en reparler à nos conseillers en magasin, de vraiment comprendre pourquoi on a fait le casque comme ça. Puis c'est quoi ce petit motif-là que tu regardes? Ah, ben finalement, c'est un corail qui a été zoomé in, que, OK, t'aurais jamais vu ça comme ça, finalement, si tu le savais pas, l'histoire de recherche derrière. Fait que c'est toujours très inspirant. Puis je pense que le fait aussi que c'est une compagnie californienne, je pense qu'ils sont très imprégnés de la culture qu'il y a là-bas, là, tu sais, qui est une culture très artistique. Là, tu sais. Bah, il y Les gens qui ont a déjà été en art, Californie, là, tu mode. sais, exact. Là. Ouais. Probablement qu'il y aurait d'autres régions des États-Unis où on n'aurait pas le même fini par rapport à la culture tu sais, dans laquelle tu es. Mais tu sais, c'est ça, là, surtout toutes les années qui ont été à Santa Cruz, là, tu sais, Ouais. quand tu vas à cet endroit-là, c'est un endroit qui effectivement est très artistique. Tu sais, les peintures, les graffitis, les gens qui sont là, tu sais, la culture tu sais, déborde, je pense, tu sais, de couleurs et de. L'aspect urbain, l'aspect nature, l'aspect Exact. mer, tu sais, tout ça se Ouais. marie vraiment bien ensemble, là, des forêts de Exact. Red Cedar Tree jusqu'à Exact. la plage. Ils sont vraiment dans un endroit Inspirant. spécial. Là, tu sais, ben. Méchant spot, hein. Mhm. Et je checkais aussi Bell parce que tu sais, les casques full face, tu sais, on s'entend. Au niveau du design, ça ressemble tous pas mal. Puis quand tu regardes les professionnels, c'est souvent les couleurs d'équipe. Puis, tu sais, c'est pas comme le vélo. T'arrives vraiment, les équipes, t'arrives vraiment à différencier les marques par le design. Puis un petit peu, tu sais, les couleurs qu'ils arrivent à garder. Tu sais, un casque Red Bull en full face, peu importe la marque, tu reconnais pas nécessairement le produit. Mhm. Mais Mhm. je me suis abonné sur le Instagram de Bell. Puis je vois tous les contenus vidéo des riders. Ils ont des méchants riders là quand même, là. C'est fou là. Ouais, ouais. Ouais, non, ils ont un portfolio d'athlètes qui est complètement Ah, c'est fou incroyable. là. Ouais. Puis En incroyable freeride. exact, là, tu sais, dans plusieurs disciplines, là, tu sais, autant du vélo que de la Au moto. niveau de la là. Coupe du monde de descente, ils supportent vraiment beaucoup d'athlètes, plusieurs champions du monde, plusieurs athlètes qui ont bien Ouais. gravi les rangs en BMX, temps de course également. Ouais. C'est un peu les mêmes types d'équipements qu'ils vont porter, puis beaucoup de BMX freestyle également. Fait que ça aussi, là, juste des casques, des bols un petit peu, type skateboard, là, on en voit vraiment Ouais. beaucoup aussi. Puis une tonne de collaborations au fil des années, là, tu sais, avec différentes compagnies, avec différents Avec personnes. Fast House, qui est une Exact. compagnie de vêtements californien. Ouais. Donc, il y avait plusieurs athlètes qui étaient supportés au niveau des vêtements en motocross, qui portaient des casques Bell. Donc, ils ont fait des collaborations qui se sont
un peu transposé dans le monde du vélo également, compte tenu un peu de la même chose. Il y avait des athlètes qui étaient habillés avec des vêtements Fastars qui ont décidé de faire des coloris. Puis encore là, année après année, il y a toujours 2-3 coloris un peu exclusifs qui vont marier Bell et Fastars ensemble. Ouais. Ça fait des designs qui sont vraiment agréables, tu sais. Puis vraiment l'héritage, on en parlait un peu en débutant, l'héritage de la course automobile, ben, c'est vraiment dans leur ADN, c'est vraiment très important. Puis il y a toujours aussi un espèce d'aspect, si on regarde les nouveaux casques de motocross aujourd'hui et les casques full face de vélo de montagne, au niveau du langage de design, c'est vraiment très, très inspiré de des coupes justement un peu moins rondes, un peu plus profilées, un peu plus agressifs. Tu regardes un casque de moto Bell et un casque de vélo Bell, tu le reconnais instantanément. Ouais. Là, ils se ressemblent vraiment à plusieurs points. Là. Fait que ça, c'est Ouais, ils ont toujours vraiment un intéressant. ADN là, qui est clair et qui est précis. Puis ben, rapidement, là, on a fait quand même le tour là, des deux marques, mais le point essentiel, là, comment on achète un bon casque, comment on l'ajuste, ça, c'est des trucs... Totalement, mais c'est primordial. Hein? Puis c'est un aspect souvent, je pense que les gens négligent. Tu sais, souvent, je sais pas que ça vous arrive également, vous promenez les Souvent, c'est sentiers la sur la forme route. ou la mode. On voit souvent Ouais. des cyclistes qui n'ont pas nécessairement pris le temps d'ajuster. Tu sais. Fait que, ben, après ma barre, on en a parlé tantôt, il n'y a personne qui a la même forme de tête. Fait que c'est important d'en essayer plusieurs, même dans une seule. Chaussures à son pied, casque à sa tête. Dans une même marque, on pourra avoir plusieurs casques qui vont avoir des fits qui sont très différents. Fait que c'est pas nécessairement le prix qu'on doit regarder, Ouais. mais plutôt vraiment à quel point il nous fait bien sur L'ajustement. la tête, là, justement. Fait que des petits conseils faciles, ben, lorsque vous arrivez en boutique, prenez le temps, lorsque vous prenez un casque sur le mur, ben, on va vérifier premièrement la taille, small, medium, large. Vous avez probablement une bonne idée là, de quelle taille vous portez après ma barre. Avant de vous le mettre sur la tête, prenez le temps d'ouvrir le système de rétention au maximum, juste pour vous donner un maximum d'espace. D'ouvrir un petit peu également la portion au niveau de la tâche du cou, se donner un petit peu plus de jeu. Ensuite, vous le mettez sur votre tête. Vous pouvez prendre le temps de tout simplement régler le casque avec votre pouce à l'intérieur. Tantôt, Julien parlait du système qu'on peut ajuster au niveau vertical. Donc, si vous sentez que le casque, vous avez le front qui est un peu exposé, prenez le temps de redescendre votre système de rétention. Inévitablement, le casque va revenir vers l'avant. Puis même chose l'inverse, si vos lunettes vous accotent sur le nez, bien, remontez le système et vous allez avoir un système qui est un peu plus dur. Sans nécessairement attacher la casque du cou. Si le casque est bien ajusté au niveau de votre tête, si vous bougez de gauche à droite, normalement, le casque devrait rester assez fixe sur votre tête. Prenez le temps également de mettre un peu de pression, voir si vous avez des petits inconforts, des points de pression. D'un modèle à l'autre, il y en a certains qui vont être plus ronds, plus ovales, plus profonds. Donc, c'est bien important là, d'avoir un système de rétention qui va passer juste au-dessus de votre lobe d'oreille. Vous allez vous sentir confortable. On a souvent des ajustements également au niveau des gants sous le lobe d'oreille. Fait que très important de venir remonter un peu les ajustements pour qu'ils soient directement en dessous de votre lobe d'oreille pour un ajustement qui est plus fiable. Puis vous terminez là en ajustant la ganse au niveau du cou. Donc, tout simplement, là, venir la clipper dessus. Vous voulez avoir un maximum de 2 doigts, donc à la verticale, entre votre menton et la ganse du cou pour un ajustement qui est optimal. Donc, à partir de là, ben, essayez différents modèles, tentez de trouver un fit qui est adéquat pour vous. Le fameux test du miroir est toujours le fun aussi pour s'assurer que vous soyez à votre goût. L'esthétisme est bien important aussi. Oui, exact. Puis juste ce que je serais porté à dire aussi, parce que souvent les gens arrivent devant le mur, puis ils voient un casque à 60$, puis ils voient un casque à 400$, puis ils se demandent un peu où se retrouver là-dedans. Je dirais que c'est un peu par rapport à l'utilisation. Là, quelqu'un qui fait du vélo une fois par année, un casque à 60$ va très bien faire. Ça va être parfait pour lui. Mais probablement, si vous faites du vélo 7 fois par semaine, vous faites 10 000 km par année, idéalement, ça vaudrait la peine peut-être d'aller investir un petit peu plus dans un casque parce qu'avant, quand on payait plus cher pour un casque, on payait juste peut-être pour plus de légèreté, plus de ventilation. Mais aujourd'hui, quand tu payes plus pour un casque, tu as une meilleure protection. Ouais. Parce que les premiers prix, c'est un fit universel. C'est un fit qui convient à tout le monde, mais qui ne convient pas nécessairement précisément pour toi. Et plus le casque, comme on disait tantôt, plus précis il est ajusté, mieux il est ajusté, mieux il va te protéger. Fait que quand on tombe après ça sur la prochaine braquette de prix, après les premiers prix à 60$, mais là, on va tomber avec des casques small, medium, large. Fait que déjà, on a un ajustement qui est plus précis. Puis aussi, on va avoir probablement un meilleur confort. Après ça, on parlait tantôt, quand on va monter au-dessus de 160$, là, on va avoir l'exosquelette, le squelette à l'intérieur du casque qui va vous protéger encore plus. Puis après ça, ça va être les générations de MIPS, les types de MIPS qu'il va avoir à l'intérieur du casque, que plus on va payer cher, bien sûr, plus on va avoir de protection. Fait que,
C'est un peu comme une assurance, finalement. Des fois, on va peut-être payer plus pour jamais Ouais. s'en servir, puis je vous souhaite jamais vous en servir. Mais le jour où on s'en sert, des fois, on va être content peut-être d'avoir investi un peu plus dans un casque. Wow. Mais- Moi, les casques, j'ai jamais utilisé. Enfin, j'ai jamais, je suis jamais beaucoup tombé, mais le jour où je suis tombé, j'ai vraiment explosé. Puis quand tu vois l'état du casque, exact. ça te sauve la vie. Donc ça sert souvent à pas grand-chose, mais le jour où ça te sert, c'est c'est utile. vraiment- Mais aussi maintenant aussi la ventilation qui est importante là, parce Ouais. que tu sais, avant on disait ouais, mais un casque est trop chaud et tout. Mais maintenant c'est fait aussi Ouais, pour exact. avoir moins chaud et avoir une vraie ventilation pour avoir une meilleure aération en dessous là. Parce que je pense, en plus que jamais, on voit les conséquences d'une commotion cérébrale, qu'est-ce que ça peut avoir sur le quotidien, puis à quel point ça peut rester ou affecter la personne à long terme. Tu sais, malheureusement, casser un bras, souvent, on va dire 3-4 semaines, c'est réglé, merci, bonsoir. Puis des fois, finalement, même l'os reprend, puis tu es encore plus solide qu'avant. Mais la tête, c'est vraiment un élément crucial du corps humain. Puis dans notre vie, je pense que c'est un élément qui est crucial de notre anatomie, dans notre corps. Fait que c'est ça, c'est probablement une partie qui ça vaut la peine probablement d'investir un peu plus pour avoir une protection qui est optimale, qui est maximale. Mais encore une fois, comme j'expliquais tantôt, c'est probablement une question d'utilisation. Là, si vous en faites juste une fois du vélo par année, là, le casque à 60$ va faire amplement le travail. Là. Puis probablement, même si vous faites 10 000 km, vous payez juste 60$ pour un casque, il va faire aussi. Il va vous protéger. C'est un très bon produit pareil. C'est juste que vous, si vous voulez vous offrir une protection supérieure, sachez qu'à chaque fois que vous investissez plus dans un casque, vous avez une protection supérieure en retour. C'est pas juste une question d'esthétisme, de légèreté. Disons qu'on va oublier pas mal plus rapidement qu'on l'a sur la tête également. Oui. Ouais. Entre autres, la Miss Spherical, tu n'as plus la couche à l'intérieur, le liner, encore une fois, désolé l'expression anglaise, mais on vient qu'à l'éliminer en ayant le double coquille. Fait que il y a des gens, des fois, qui se plaignaient, mais qui ressentaient, dans le fond, le système à l'intérieur du casque. Mais avec le Miss Spherical, on revient avec le fond de casque qui était pareil, comme avant, on n'avait pas le système MIPS. Fait que c'est sûr que ça nous permet de jouer différemment avec le coussinage pour amener un confort qui est effectivement supérieur. Là. Bon, on a fait pas mal le tour, je pense. Hein? Je pense que les casques, on peut les retrouver aussi dans pas mal tous les détaillants de vélo, les bons détaillants. Les bons détaillants, mais ouais, c'est ça, on peut le trouver pas mal chez tous les détaillants. Les casques Giro Bell sont très bien distribués au Québec et au Canada. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, allez voir vos détaillants, ils vont pouvoir vous conseiller là-dessus. On a le site internet aussi où il y a toutes les infos là, sur Giro, il y a même des vidéos, ils expliquent vraiment toute la technologie des casques. Donc voilà, merci à vous. Je pense qu'on a fait le tour, puis on a bien expliqué à tout le monde l'histoire de ces deux marques. Puis bien important, restez protégé, mettez un casque, même pour faire son petit commute, très important. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur le podcast qui est disponible sur YouTube et aussi sur toutes les plateformes de streaming. Et merci à vous les gars. Merci Jesse. Bye. Bon ski, bon vélo. Bon vélo.